Nous sommes de retour pour la deuxième table ronde avec cette thématique, la violence, le sexisme envers les femmes dans le milieu du sport. Nous avons à présent 4 nouveaux invités. Je me tourne vers vous. Gilles Goudgeber, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes rédacteur en chef Zatopek Magazine et Sport et Vie, cofondateur de Je cours pour ma forme. Charline Van Sneek, faut-il vraiment vous présenter? Vous êtes judokate olympique. En tout cas, vous avez beaucoup de casquettes et vous avez vraiment à cœur de nous parler des violences faites aux femmes. On sera vraiment très intéressés par entendre votre discours. À mes côtés également, Catherine Van der Heyden. Bonjour Catherine. Vous êtes experte en genre, consultante indépendante pour l'ASBL Ungender. Je le dis bien? Ungender, oui. Ungender. Et Jean Collinet, vous êtes psychologue du sport. Merci beaucoup, en tout cas, à vous 4 d'être présents. Gilles, je pense que nous allons ouvrir cette table ronde avec vous. Vous avez quelques messages tout d'abord à nous faire passer en guise d'introduction. Mais on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le sport s'est constitué avec un tel sexisme. Pourquoi est-ce que les femmes ont été exclues de la pratique du sport dès son commencement, donc la seconde moitié du 19e siècle. Dès le départ, on a des déclarations effroyables, comme celle qui est retenue et qui devrait être projetée de Pierre de Coubertin, le rénovateur des Jeux. Donc, il réveille l'esprit sportif de ses contemporains en remettant sur les rails des Jeux olympiques qui n'avaient plus été... Voici la phrase dont vous parlez. Voilà, qui n'avaient plus été organisés depuis 15 siècles. Et il explique que des Jeux olympiques femelles, ça c'est les expressions de l'époque, les Jeux olympiques femelles seraient impratiques, inintéressantes, inesthétique, incorrect. Les Jeux doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. Voilà. Et c'est une déclaration qu'il fait à Stockholm en 1912 et qui reflète pas tellement l'esprit de Pierre de Coubertin, mais l'esprit de l'époque. Donc ça, c'est important. Pierre de Coubertin n'était pas contre la pratique sportive féminine, comme on l'entend souvent. Au contraire, il la conseillait. Tout à l'heure, vous parliez du korfball. Eh bien, il était supporter du korfball par le fait que c'est une discipline mixte. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le korfball, le frisbee. Et donc, il était pour la pratique sportive féminine. Il était contre la compétition féminine. Donc, il y a une différence à faire avec d'autres déclarations. Et on pourrait en choisir plein, mais celle-ci concerne le football. Il est très, très hostile au football féminin. Et rassurez-nous, on en est loin à l'heure actuelle. Oui, ça a changé entre-temps, mais vous allez voir la slide suivante. Et du football, il explique que... voilà, si les femmes veulent jouer au football, libre à elles, pourvu que cela se passe sans spectateurs, car les spectateurs qui se groupent autour de telles compétitions n'y viennent point du tout pour voir du sport. Donc on voit... C'est les sportifs qui sont en cause, ce sont les spectateurs qui viennent pour de mauvaises raisons. Oui, mais tout ça forme un tout qui était la société de l'époque et qui est quand même très différente de celle d'aujourd'hui. Ouais. Alors essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait cet ostracisme constitutionnel au sport. À mon avis, il y a 3 raisons, je vais les faire très brièvement. Mais la première, c'est qu'on s'est calqué sur le sport dans l'Antiquité. Or, chacun sait que dans l'Antiquité, les femmes n'étaient pas admises aux Jeux olympiques, elles ne pouvaient même pas y assister. Et donc, comme on copiait le sport dans l'Antiquité, on a copié aussi l'exclusion des femmes. Ce qui est un problème, parce qu'en fait, les femmes faisaient du sport dans l'Antiquité. Donc, il y avait une mauvaise connaissance du fonctionnement de la Grèce antique. Et les femmes faisaient, effectivement, elles ne pouvaient pas participer aux Jeux olympiques, mais il y avait des Jeux héréens, qui étaient des Jeux réservés aux femmes. Et donc, il y avait du sport dans l'Antiquité grecque. Et alors, elle ne pouvait pas aller aux Jeux olympiques. Ça reste assez mystérieux. Elle ne pouvait pas assister. Une des raisons, c'est que les hommes étaient nus, les athlètes étaient nus, donc on peut imaginer que les hommes ne voulaient pas qu'on fasse une comparaison qui serait humiliante pour eux entre les athlètes dans le stade et puis leur propre anatomie, c'est une hypothèse. Mais donc, le fait est que ça ne concernait que les femmes mariées. Donc, quand on dit que les femmes étaient exclues des Jeux, c'était les femmes mariées. Les jeunes filles pouvaient y aller et les prostituées aussi. Mais les femmes mariées, non. Donc, vous voyez, c'est plus complexe que ce qu'on pense. Et on a recopié ce modèle de Grèce antique avec l'idée d'exclure les femmes, alors que simplement, ça résultait d'une mauvaise connaissance de ce qui se passait réellement dans l'Antiquité. Ça, c'est peut-être la première raison. La seconde raison, c'est qu'on est dans une époque effectivement misogyne et où on considère les femmes comme frêles, fragiles, le sexe faible. On a tout le temps la preuve de cette fragilité sous les yeux avec des femmes qui s'évanouissent à tout bout de champ, à qui il faut apporter des sels, qui ont des vapeurs. Et tout ça existait réellement. La cause n'était pas une présumée plus grande fragilité de la physiologie féminine, c'était la mode. La mode. Il faut voir les corsets, comment ces corsets étaient serrés au point de ne pas pouvoir respirer. Ces femmes ne pouvaient pas avoir de teint hâlé parce que ça, c'était le propre des classes populaires qui s'exposaient au soleil, donc elles ne voyaient pas le soleil. Elles avaient des chaussures microscopiques qui faisaient d'elles des personnes vraiment impotentes. Et donc, effectivement, c'était inconciliable avec l'idée du sport, mais c'était beaucoup plus lié
aux effets de la mode qu'aux effets du sport. Donc ça, c'est la deuxième raison. C'est une erreur sur la physiologie. Et puis la troisième raison, celle-là est plus récente, disons qu'elle vient dans le prolongement de la deuxième, au moment où les corps se sont libérés. Donc au cours du XXe siècle, oui, la mode a permis d'être un petit peu plus confortable, pas encore tout à fait, mais donc, elle a permis notamment de faire du sport. Et pourtant, le sport a continué d'être ostracisé. Et là, on peut se demander pourquoi. Et une des raisons, c'est qu'on a vu arriver, via le sport, toute une génération d'athlètes qui étaient très masculines. Et l'idée qui a suivi, c'était que le sport masculinisait, le sport virilisait, et donc il fallait mettre les jeunes filles en garde contre la pratique du sport parce que ça allait faire d'elles des femmes, des filles manquées, enfin des garçons manqués plus exactement. Et donc c'était de ce point de vue-là une recommandation presque hygiénique de ne pas faire trop de sport parce que, attention, sinon vous ne pourrez pas avoir d'enfants, et si vous pouvez avoir d'enfants, vous ne pourrez pas mettre bas par les voies naturelles, et si vous mettez bas par les voies naturelles, vous ne pourrez pas allaiter. Tous ces discours ont été entretenus au fil du siècle. Et ça s'est aggravé encore dans les années 60, puis après j'en aurai fini, c'est que dans les années 60, on a vu arriver des femmes qui étaient dopées, chez les garçons aussi, avec des stéroïdes. Or, les stéroïdes sont des molécules qui copient les effets de l'hormone mâle. Ça transforme les hommes, mais ça transforme encore plus les femmes. Et donc, on a vu arriver effectivement des femmes très musclées, avec la voix rauque, la peau grasse, des poils dans le visage, etc. Et là encore, on a incriminé le sport en disant, voyez, on a bien la preuve là que le sport virilise, mais on aurait bien mieux fait d'incriminer le dopage. Et donc, ces trois effets, une erreur sur ce qui se passait réellement dans l'Antiquité, une erreur sur ce qui était propre à la physiologie féminine et ce qui était en fait l'effet de la mode, et puis une troisième erreur qui était celle d'une mauvaise interprétation du dopage, fait qu'on a mis très longtemps pour reconnaître aux femmes une légitimité dans la pratique du sport. Merci Gilles, quelle belle introduction justement pour faire l'histoire de cette relation si particulière entre les femmes et le sport. Retour maintenant en 2021 avec trois mots qui vous tiennent à cœur, je sais Charline, balance ton sport. On découvre tout de suite une vidéo et on en parle juste après ça. On m'a toujours traité de garçon manqué. Tu es forte pour une fille. Je suis maman, donc on me demande pourquoi je fais un sport aussi exigeant physiquement. J'aime la cuisine et le judo comme ma maman. J'évite de faire du jogging en solo pour ma sécurité. Les leggings, ça a dû être inventé par un violeur, un sportif à ses coéquipiers. Une marque m'a refusé un sponsoring car je ne voulais pas faire de photos sexy avec leurs équipements. Le coach national ne supportait pas que nous soyons deux filles en couple. Il nous a harcelés, puis écartés de l'équipe. Quand j'ai atteint la puberté, mes parents m'ont interdit de pratiquer un sport de contact. J'ai porté plainte contre un entraîneur pour harcèlement sexuel et moral. Ma fédération l'a protégée. J'avais 15 ans. J'étais sportive de haut niveau. Le préparateur physique a fait de moi sa maîtresse. Il était marié, père de famille. Ma fédération a fermé les yeux. Nous étions en couple dans la même équipe. Je l'ai quitté. Il m'a étranglée lors d'un stage sportif. Les coachs l'ont couvert. Pour lui, le sport n'est pas fait pour une femme. Il a déchiré mon passeport, il a déchiré ma compétition. Il est évidemment essentiel pour nous de lancer des messages, d'écouter des témoignages. Charline, le programme Balance ton sport, pouvez nous expliquer justement le fondement de ce projet? Oui, tout à fait. Nous sommes partis d'un constat simple, c'est que nous sommes et où nous connaissons toutes des victimes de discrimination et de violences sexistes et sexuelles. Quand on a décidé d'alerter les autorités, les auteurs sont toujours restés en poste.
Les sociologues constatent et alertent depuis des années de la récurrence et de la permanence des violences sexistes et sexuelles en milieu sportif, et ce, partout dans le monde, comme on peut le voir dernièrement aux États-Unis. La loi du silence est trop forte, et par le manque de réaction de la part des autorités compétentes, ça ne fait que renforcer cette loi. Puisque parler ne sert visiblement à rien, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se taire des fois? Les violences sexuelles dans le sport, ça concerne un enfant sur 7, un mineur sur 7. C'est un tiers des sportifs de haut niveau. Parmi les victimes, on compte 2 tiers de femmes. Les personnes issues des minorités sont surreprésentées parmi les victimes. Les auteurs sont les coéquipiers ou les entraîneurs, et dans leur majorité des cas, ce sont des hommes. Beaucoup de victimes quittent le sport et nous perdons des talents. Les autres tiennent bon, parce que dans le sport, il y a une culture bien ancrée de l'endurance et de la souffrance. Alors, nous endurons et nous souffrons. Nous avons été formatés pour ça. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ce ne sont pas des faits isolés, c'est une culture de la violence. Et laissez-moi vous citer quelques exemples, je crois que ce sera plus parlant. Au-delà de cette vidéo, vous avez déjà pu voir quelques témoignages, on parle de mineurs qui sont violentés psychologiquement, physiquement et sexuellement. Dans le sport, un sportif sur 7 subit des violences sexuelles, je vous le rappelle. On parle de propos homophobes et sexistes, en privé, mais aussi relayés dans les médias, parce qu'ils sortent de la bouche de champions ou de journalistes, comme on a pu le voir avec les Belgium Cats. On parle d'insultes quotidiennes, de harcèlement, du contrôle du poids qui mène jusqu'à l'anorexie mentale. On parle de salaire corrélé en fonction du poids, pour des sports d'équipe où, a priori, le poids n'a rien à voir avec la performance. On parle d'une fille étranglée par son coéquipier, couvert par des fédérations. On parle d'arbitres tenant ses propos sur des lieux de compétition. Que cette sale pute qui n'apprécie pas qu'on la complimente vienne me voir, que je la baise. Traduction, viol. On parle de femmes et de mineurs voulant se former à l'arbitrage, qui abandonnent parce qu'on les juge sur leur physique plutôt que sur leurs compétences. On parle d'agression sexuelle, d'une bifle, soit une gifle infligée avec un pénis sur un membre du staff médical, de nouveau couvert par toute l'équipe. On parle de viols collectifs dans les cas les plus graves dans certaines infrastructures. On parle de mineurs qui doivent changer de club parce qu'elles sont harcelées sexuellement par leurs profs. On parle de personnes accusées sur base de preuves solides qui sont toujours en commission pédagogique de leur fédération pendant la durée de leur procès, pendant l'appel du procès qui avait déjà condamné l'auteur. On parle de professionnels qui décident d'abandonner leur rêve de médaille olympique parce qu'elles choisissent leur intégrité physique. Doit-on vraiment choisir ? Au niveau de la Fédération internationale d'athlétisme, on parle de femmes, dont des mineurs, qui doivent subir des examens gynécologiques poussés parce qu'elles sont trop performantes et qu'on veut vérifier si par hasard elles ne sont pas des hommes, comme on a pu le voir tout à l'heure. On va jusqu'à les mutiler sexuellement, c'est-à-dire couper leur clitoris, et pas toujours avec leur consentement. Chez nous, on parle de coachs qui couchent avec des athlètes mineurs. Au nom de l'amour, on appelle ça la pédocriminalité. Lors des derniers JO, un judoka algérien a refusé de combattre avec son homologue israélien pour des raisons politiques. Lui et son entraîneur ont été sanctionnés de 10 ans d'exclusion. Ça me fait dire que lorsqu'il y a une réelle volonté de lutter contre un comportement qu'on juge problématique, on prend des mesures drastiques. Dans le cas des violences sexistes et sexuelles, j'en conclus qu'il n'y a pas de réelle volonté de nous protéger. En tout cas, pas jusqu'à présent. Où en sommes-nous ? Nulle part. Nulle part parce que quand je lis dans la note d'analyse chargée de dresser l'état des lieux de l'égalité homme-femme du sport en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on voit que 10% des fédérations disposent d'une politique de lutte, mais aucune, nada, non de budget disposé à cette lutte. Et quand on va un peu plus loin, on se rend compte que, en arguant améliorer la situation des sportives, on voit qu'on a droit à des CDD, ce qui existe depuis des années, comme nos homologues masculins. Plus concrètement, on l'a vu tout à l'heure, les éclairages d'infrastructures ont été revus, les vestiaires non mixtes ont été mis en place, pas partout, comme on a pu le voir. Et la fédération de Jiu-Jitsu a été citée en exemple. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière tout ça. Dans l'onglet éthique sur leur site internet, c'est écrit
Mission, 2 points. Vide. Mais il y a quand même des listes de numéros d'urgence. Je lis aussi qu'il faut sensibiliser dans cette note d'analyse. Oui, la sensibilisation, c'est important. Les chartes aussi, tout comme les recommandations, les études, les constats, ces tables rondes, les nouvelles études, les nouveaux constats, les nouvelles recommandations, les nouvelles chartes, etc. Mais sincèrement, allons-nous réussir à sensibiliser les agresseurs qui agissent parfois depuis des décennies à ne plus commettre des actes pénalement répréhensibles pour lesquels ils n'ont jamais été punis? Ceux-ci même qui ont aussi fermé les yeux face aux violences, qui les ont fait taire. Les former à quoi? À ne plus le faire. C'est comme ça qu'on nous propose des solutions face à un problème endémique. Malgré des études sérieuses, des témoignages en cascade, des chiffres glaçants, 1 enfant sur 7. Où en est-on aujourd'hui? Nulle part, en face, des ampoules, des CDD et des chartes éthiques. Signées par les auteurs même de ces faits. Jusqu'au plus haut niveau politique, nous devons entendre, et je l'ai entendu, que certaines sportives mentent, que leur parole n'est pas fiable. Alors quand nous rapportons des médailles, on nous tend les micros, on veut nous prendre en selfie. Mais quand on témoigne des actes innommables, soudainement, nous ne sommes plus des interlocutrices valables. Je voudrais que demain, quand je vais dans les écoles faire la promotion du sport et du judo et que je leur dis « ça m'a apporté beaucoup de valeur, faites du sport », on a une belle... on fait preuve de respect envers notre partenaire. Je voudrais que demain, ces valeurs soient vraiment synonymes de la pratique sportive. Merci. C'est un magnifique message que vous nous transmettez ici, Charline. On sent que vous mettez tout votre cœur aussi dans un rôle véritablement de porte-parole. On parle beaucoup de justice. Catherine, je me tourne vers vous, de cadre légal. Il se passe quoi, justement, quand il y a des témoignages, des situations aussi graves que celles que viennent de décrire Charline? Oui, donc la définition officielle du harcèlement sexuel, c'est tous les comportements verbaux, non-verbaux, corporels, non désirés, bien sûr, et tout ça. Donc ça veut dire que même dans la définition, il y a déjà un flou, parce que vous pouvez déjà imaginer quelque chose pour une fille peut être très sexuel, mais l'auteur va dire « oh non, ce n'était pas du tout sexuel », et comme ça... la fille ne veut plus porter plainte parce qu'elle a peur que... profite à l'agresseur. Oui, tout à fait. Et donc, mais d'autre côté, c'est très difficile de trouver une définition qui couvre tout ça et qui exclut qu'il y a un flou. Et parce que c'est quoi un regard sexuel? Et ça reste... c'est du subjectif. Il y a objectif. Oui, non, c'est l'auteur qui utilise ce excuse pour éviter que le victime va porter plainte. Et donc, c'est clair aussi, la recherche montre que dans un monde où il y a beaucoup d'hiérarchie, donc toutes les organisations avec un grand hiérarchie, la chance qu'il y a d'harcèlement sexuel est beaucoup plus haut. C'est parce que l'hiérarchie est une concentration de pouvoir. Et donc, si la fille sportive veut continuer sa carrière, ça veut dire qu'elle ne doit pas dire aucune chose contre le coach, parce que lui, il a tout le pouvoir, il a les clés sur la porte de sa carrière, donc quoi faire, hein? Donc, tout le contexte est extrêmement difficile. Par contre, il y a la loi belge, donc on peut porter plainte officiellement, mais dans la réalité... c'est très, très, très difficile de faire ça. Donc, ça veut dire qu'on va lancer des messages aussi en disant aux filles qui sont victimes de ces violences, de ces sexismes, d'en parler. Mais si après, la justice ne fait pas son travail, à un moment donné, ça va coincer. Est-ce qu'au niveau juridique, il faut déjà poser un cadre plus clair? Est-ce que ce n'est pas là le premier chantier qui nous attend? Je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre juste sur le plan juridique. C'est plutôt sur le plan de l'attitude, quoi. Et donc, moi, je pense que l'harcèlement sexuel, c'est impossible de demander aux femmes d'arrêter ça. Ça doivent être les hommes qui sont la plupart des auteurs, qui doivent prendre son responsabilité d'arrêter ça, et surtout les hommes qui eux-mêmes ne sont pas des auteurs. Souvent, ça c'est le problème. Ça c'est le problème que les hommes qui eux-mêmes ne sont pas des auteurs pensent « ah oui, moi je n'ai pas un rôle à jouer dans ce contexte, ce problème-là, parce que c'est pas moi qui fais ça ». Et par contre, ils doivent être là en solidarité avec les victimes
pour dire, OK, je suis un homme, j'ai des privilèges, ça c'est sûr dans le sport. Si vous êtes un homme, vous êtes privilégié. Et moi, je vais utiliser mes privilèges pour changer le monde. Donc, moi, j'ai des yeux ouvrir et je regarde. Si je vois que quelque chose se passe, je prends ma responsabilité. Je suis à côté des victimes, en solidarité avec elles. Et je pense qu'à ce moment-là, les choses vont changer. Si les hommes prennent leur responsabilité, oui. Jean, c'est vrai qu'on a l'impression aussi qu'il y a une brèche sur laquelle on peut rapidement s'engouffrer en se disant « Moi, ce message, ce geste, c'était pas de la violence, c'était pas du sexisme, c'était mal compris. La personne qui l'a reçu n'a pas compris ce message d'affection, peut-être de coaching. » C'est là, en fait, le nœud du problème, c'est qu'il y a un message, un geste qui est incompris de part et d'autre. Oui, mais je pense que le gros problème dans le cas de violence dont on parle ici, c'est la relation d'harcèlement. Hein, et donc, on est dans de la manipulation, et donc on est dans quelque chose qui est basé sur du conditionnement. C'est-à-dire que c'est une répétition de comportements parfois très, très légèrement inadéquats, qui deviennent un peu moins légèrement inadéquats, qui deviennent inadéquats, et qui, évidemment, dans beaucoup de situations, ne dépassent pas ce cadre-là. Mais parfois le font, et pourraient le faire. Et donc, c'est là que c'est très grave, en fait, et que c'est très compliqué. Parce que vous parliez de hiérarchie, mais le sport, on parle toujours de la fameuse pyramide du sport. Ben dans les athlètes, les sportives, les sportifs, ils ont déjà l'anxiété inhérente au sport lui-même, à la performance. Et donc, quand on va se plaindre ou mettre en évidence des choses, eh bien, on va vite remettre ça sur cette anxiété-là. Et on va dire, elle est anxieuse, c'est pour ça qu'elle s'isole, c'est pour ça qu'elle ne communique pas, etc. Et donc, ça va masquer, évidemment, tout plein de choses. Parce que la première conséquence psychologique, ça va être l'isolement, ça va être le manque de communication, et puis il y a toute la honte, la culpabilité associée. Parce que je participe, et comme ça fait parfois des années que je suis avec cet entraîneur-là, ce club-là, etc., eh bien donc la culpabilité, elle est énorme. Et donc c'est très très difficile à lever ça. C'est vrai que, Gilles, je me tourne vers vous, on ne peut pas ici ne pas évoquer cette relation si particulière entre un coach et justement la sportive. Comment est-ce qu'il faut justement créer ces liens pour ne pas dépasser ces limites? Est-ce que les limites sont les mêmes pour tous? C'est très compliqué parce que l'entraînement par nature, c'est charnel. Il y a des exercices d'étirement qui sont presque des positions sexuelles si elles étaient prises dans un autre contexte. Donc tout ça rend parfois les frontières un peu floues. Et ce qui m'apparaît, moi, ici, et c'est marrant parce que chacun a fait le lapsus à son tour, c'est qu'on parle des victimes et puis c'est toujours elles. Or, parmi les victimes, et Charline l'a montré dans une slide, il y a aussi un tiers d'hommes. Et à mon avis, ce tiers est très, très fortement sous-représenté. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'abus qui sont commis envers des jeunes garçons. Peut-être dont on parle moins spontanément aujourd'hui. Et eux, peut-être, n'osent pas s'exprimer mais également. encore moins que les filles. Ouais. Et il y a un truc qui était très intéressant, c'est que donc, dans la gymnastique aux États-Unis, le scandale est sorti, il y a eu des témoignages à foison et des condamnations. Là, pour le coup, pour une fois, le médecin coupable des attouchements a été exclu à vie de sa fédération. C'est rare, mais c'est le cas. Mais il y a eu la même affaire dans le football anglais avec plusieurs témoignages, des dizaines de témoignages d'enfants qui avaient été victimes d'abus, parfois des joueurs de très haut niveau qui racontaient que dans leur enfance, ça se passait, ils étaient complètement sous la coupe d'un entraîneur et on n'a pas du tout eu le même écho médiatique. Donc en fait, ce que je pense, c'est que l'intitulé de cette table ronde est juste les violences sexuelles dans le sport, mais qu'on doit faire très attention de ne pas différencier des victimes qui seraient plus légitimes, d'autres qui seraient moins légitimes. Bien sûr. Et je vous rappelle que nous sommes ici 5 autour de cette table, mais nous sommes bien plus nombreux à travers cette table ronde. L'occasion de vous rappeler que vous pouvez commenter ce qui est dit ici, notamment Marie qui dit bravo Charline pour ce texte. Bravo Charline également. Arthur Picard, je voudrais remercier Charline Van Styk pour avoir enfin brisé ce silence. Ça ferait très froid dans le dos tout ce qui est évoqué. Force et courage à toutes les filles, à toutes les femmes qui en sont victimes. Voilà pour quelques commentaires. Et je vous propose à présent d'écouter un témoignage tout à fait glaçant. C'est Enola Gaspard qui fait du judo. Elle a été confrontée directement à un entraîneur qui a véritablement dépassé les limites. Je vous propose d'écouter son témoignage.
Agressif, ça a duré, je vais dire, 1 an où au début, c'était pas grand-chose. Et puis, ça a commencé à devenir de trop. C'est là que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Tout d'abord, je n'ai pas parlé à mes parents parce que je voulais pas qu'ils se posent trop de questions et que quitter le club, tout ça, je voulais pas. Donc, je n'ai parlé à ma meilleure amie qui, elle, a directement dit que c'était quelque chose de pas normal. Ce qui fait que là, j'en ai parlé à mes parents et là, on en est aujourd'hui là, du coup. Au début, j'étais fort distante, je voulais plus aller au judo avec lui. Je faisais semblant d'être malade, etc., pour pas y aller. Et puis, comme je l'ai dit, c'est ma meilleure amie qui m'a permis de pouvoir discuter. Sinon, je pense que je l'aurais jamais fait. J'ai été directement portée plainte à Marchand-Famenne, la police de Marchand-Famenne. Et là, tout a été pris d'un coup. Ça a commencé quelques semaines après où je devais aller m'enregistrer, faire des vidéos, etc. Et puis là, ça vient seulement de se terminer il n'y a pas très longtemps. Énormément, oui, de ma famille, tout le monde était avec moi. Également une de la fédération qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui, elle, avait vécu des choses similaires, qui me comprenait totalement et qui était à fond avec moi. Plein, oui, vraiment, j'avais beaucoup de monde. Donc c'est ça, heureusement, je n'étais pas toute seule. Dans le judo, non. Par contre, oui, j'ai voulu arrêter le judo parce que je voulais pas un autre entraîneur que lui. Mais à part ça, non, le judo a toujours été le judo. Au début, c'est vrai que j'avais du mal parce que c'était un entraîneur. Donc, dans le nouveau club que j'allais, c'était un entraîneur, c'était un homme. Et j'avais du mal. J'avais pas envie que ça se reproduise alors que je savais très bien que ça ne pourrait pas se reproduire. Mais non, c'est vrai que les premiers entraînements, j'ai eu très dur à recommencer. Mais après, j'ai directement rencontré des filles super sympas au club qui m'ont directement aidé à m'y mettre. Et ça s'est super bien passé après. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un écartement dans le sens d'une certaine distance entre lui et moi, qu'on ne peut pas être dans un même endroit. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis le fait qu'il ne peut plus donner cours à l'école, etc., je ne m'y attendais pas non plus. Judo, je m'en doutais, mais l'école, je ne savais pas. Et oui, j'ai été satisfaite, oui. Pour éviter, non, parce qu'on ne peut pas éviter les choses, mais directement en parler à quelqu'un. Merci Enola pour ce témoignage très touchant. Victime d'harcèlement sexuel, depuis les faits ont été jugés, l'entraîneur écarté. Charline, ça nous rappelle aussi l'importance de parler, d'évoquer ce qui se passe dans un vestiaire ou ailleurs. C'est comme ça qu'on peut faire aussi, qu'on peut débloquer des situations. Parce que j'imagine certaines filles qui n'osent peut-être pas en se disant « c'est peut-être moi qui suis la cause, c'est peut-être moi qui ai laissé une porte ouverte ». Il y a beaucoup de remises en question, mais la parole est essentielle. La parole est essentielle, mais pour moi, c'est important de ne pas culpabiliser celles qui ne veulent pas parler, qui n'osent pas parler, qui n'ont pas les mêmes conditions de soutien ou d'écoute. Parce que la première chose qu'a évoqué l'entraîneur ici d'Enola, c'est un complot et un mensonge, alors qu'il y avait des preuves écrites, il y avait des témoins, etc. Et c'est la première chose qu'on entend. C'est déjà, il faut arriver à conscientiser, nous, en tant que victimes, que c'est pas normal. C'est la première chose. C'est vraiment difficile parce qu'on vit dans cette culture où la violence sexiste et sexuelle est normalisée. C'est OK. Les témoignages en cascade, comme j'ai dit tout à l'heure, et pourtant, il y a très peu de procès. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et ensuite, tout le monde ne peut pas parler. Tout le monde n'a pas une famille autour de soi qui va normaliser. Parfois, même, c'est au sein des familles qu'il arrive ce type de violence. Mais comment on s'en sort si on n'a pas cet encadrement, si on n'a pas la possibilité de parler, quoi, il faut arrêter sa discipline, il faut se dire finalement... C'était le choix que Enola a fait au début, c'était d'arrêter de faire du judo. Et ça, c'est dramatique. Et quand on pose les chiffres tout à l'heure de la chute de la pratique sportive, je suis certaine qu'il y a une évidence là à mettre en relation les victimes avec l'arrêt de la pratique sportive, qui n'est pas la seule raison, évidemment, mais ça paraît indissociable. Soit on endure, soit on part, en fait. Mais c'est terrible, Catherine, quand on voit aussi ce type de message où justement Enola nous dit « il faut en parler », mais c'est vrai, comme nous le rappelle Charline, il ne faut pas culpabiliser celles qui n'ont pas ni l'encadrement, ni peut-être la force de réagir. Mais comment est-ce qu'on s'en sort alors dans ces cas-là ?
Oui, c'est tout à fait très compliqué. Comme les gens ont déjà dit, ça commence avec des très petites choses. Et donc, au début, il y a toujours avec le victime un doute. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Est-ce que c'est moi, oui ou non? Et donc, petit à petit, la frontière est poussée. Et à un certain moment, on n'ose plus dire aucune chose parce qu'ils disent j'ai attendu trop long. Donc, il faut le dire dès le début, dès qu'il y a quelque chose oui, qui mais, nous mais froisse. ça, oui, mais ça, c'est aussi parce que le début peuvent aussi être dans le flou dont nous avons parlé. Donc c'est extrêmement compliqué. Souvent aussi un problème structurel est que beaucoup des victimes ne savent pas avec qui parler. Ils ne savent pas qu'il y a des procédures. Donc normalement, une organisation a une procédure formelle, informelle à des personnes de confiance, mais souvent dans les clubs, les gens ne savent même pas qui est le personne de confiance. Donc, il y a aussi toute une manque de connaissances de structure, de procédures, de cadres législatifs. Aussi, les parents, souvent, ne savent pas où aller. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, je crois, avant que les victimes se sentent tout à fait à l'aise de réagir immédiatement quand il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que on rappelle l'importance d'un encadrement, d'une cellule peut-être autour des sportifs, justement, qui pourraient parler à cœur ouvert, parce que, Jean, je me retourne vers vous, vous qui êtes le psychologue autour de cette table, on rappelle que les conséquences psychologiques des victimes de sexisme, elles sont très présentes, et elles sont très ancrées aussi dans certaines personnalités. Il faudrait peut-être du temps, des années peut-être pour s'en remettre. Oui, mais je pense qu'il y a un élément que, si je peux me permettre de rajouter par rapport à ce que vous disiez juste avant, c'est peut-être aller plus loin dans la conscientisation aussi des parents, de poser des questions aux enfants, de s'intéresser à la pratique, d'aller voir, d'avoir plus d'activités de groupe, parce qu'un des terrains très fertiles à ce genre de comportement, c'est la relation en binôme. Ouais. Okay. Et donc, je pense que c'est tout ce qui va aller vers l'ouverture, vers l'intérêt, vers qu'est-ce qui se passe, mais de manière de base, quoi. C'est vraiment la curiosité, et qu'on ne vienne pas déposer son enfant comme une garderie, ou comme pour moi aller faire autre chose, etc. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et alors la communication, comme des événements comme celui-ci, mais aussi la communication sur des procès, sur des cas comme on a, parce qu'il y en a. Il y en a au niveau international, mais il y en a en Belgique aussi. Il y en a même plusieurs. Et donc je pense qu'il faut communiquer là-dessus, même si c'est moins porteur comme message. Alors par rapport aux conséquences, je disais tout à l'heure, l'isolement, ça c'est vraiment la première conséquence. Même le problème, c'est que l'isolement, c'est la conséquence de pas mal de choses. Et donc on va mal interpréter un isolement et on ne va pas facilement aller vers ça, parce qu'on a généralement peur de parler de ça. Déjà parler sexualité pour des parents sans qu'il y ait des difficultés, sans qu'il y ait de choses particulières, c'est déjà très difficile. Et un enfant qui s'isole, ça peut être dû à de multiples facteurs, notamment scolaires, par exemple. Voilà, donc voilà. Mais pour aller vite, je dirais que dans les conséquences psychologiques, ça peut aller de comportements de ce genre-là, mais ça peut aller vers des troubles alimentaires, par exemple, qu'on va retrouver. Mais à nouveau, des troubles alimentaires vont être associés à de l'anxiété qui peut venir de plein de sources, plein d'origines. Donc, c'est très difficile d'isoler quelles sont les conséquences psychologiques, mais je pense qu'il faut surtout en parler et surtout communiquer le plus tôt possible et que tous les éléments puissent être communiqués. Oui, le témoignage, la discussion. Gilles, et c'est vrai que Jean en parlait ici, la relation coach est vraiment très particulière avec sa sportive. Finalement, les parents qui auraient peur qu'un cas similaire se reproduise, ils pourraient se dire, c'est vrai, je vais tourner alors mon enfant vers un sport plus collectif pour qu'il n'y ait pas ce binôme qui soit créé. Mais c'est dommage, on a une superbe représentante du judo à nos côtés, c'est nous priver aussi de sportives fantastiques parce qu'il y a un choix qui est fait à la base. Oui, d'autant que le sport collectif n'est pas du tout une garantie contre les abus sexuels. Ceci dit, moi j'ai un peu peur en écoutant la conversation que les parents dont on parle se disent c'est ça le sport et puis surtout que mon enfant n'en fasse pas, alors que le danger qu'il court en n'en faisant pas est encore bien supérieur à celui qu'il court en faisant. C'est pas le but, bien évidemment. Bien sûr. Et l'autre chose, c'est que
rappelons quand même une chose, c'est que l'adolescence est une période dangereuse et que les risques qu'on court dans le sport et qui sont bien réels et qui doivent être combattus, on va les retrouver dans les histoires qui touchent l'Église, les mouvements de jeunesse. Donc c'est une période très dangereuse. Donc quand on analyse les violences sexuelles dans le sport, n'oublions pas que les violences sexuelles existent malheureusement très largement dans la société, liées à un tas de phénomènes qui sont précisément ceux dont on a parlé, les tabous, la surdité des parents, le fait que les parents accompagnent, c'est parfois une arme à double tranchant, parce que des parents qui sont trop présents et qui se sont trop investis dans la carrière des enfants ne veulent surtout pas que quelque chose vienne contrarier leur projet. Imaginez que vous ayez un enfant, un petit garçon ou une petite fille douée en tennis, et vous que le conduisiez partout sur les tournois, même à l'étranger, ça vous coûte très cher, mais vous vous dites dans la perspective du jour où il fera carrière, et puis qu'il y a une affaire de mœurs, vous ne voulez pas l'entendre. Donc en fait, les parents qui sont très investis sont parfois une arme de contrainte chez les enfants. Donc tout ça est extrêmement difficile, mais quand même le message à faire passer, c'est que le sport, ça n'est pas que de l'oppression, pas que des violences sexuelles. Mais je pense qu'on en a tous conscience. L'idée ici, c'est de parler, parce que c'est une réalité, d'essayer de trouver des pistes aussi, des solutions. Et je vous propose d'écouter d'ailleurs Fabienne Charlier, qui est passée du statut de joueuse à coach. Et avec elle, on va bien se rendre compte qu'il y a aussi pas mal de chantiers, parce que le regard est tout à fait différent lorsqu'il s'agit d'une femme sur le banc. On l'écoute. J'ai eu la chance en tant que joueuse de ne pas souffrir de ça du tout, mais je trouve que depuis que je suis devenue entraîneur, ça vraiment, je me suis vraiment rendu compte que c'était un milieu particulier et j'ai quand même été, je vais dire, témoin de certaines réactions qui n'étaient pas du tout adéquates et qui étaient vexatoires, quoi, je trouve. De la part d'hommes vis-à-vis de moi ou de personnes féminines, quoi. Oui, il y a eu plusieurs cas. Donc, celui qui m'a finalement le plus choqué, c'était... donc, quand je dis on, c'était mon mari, qui est Pierre Cornier, et moi. Nous étions entraîneurs dans un club... de division 1 dames et qui avait aussi une section hommes et qui joue en 2 nationales. Et à un moment donné, cette section masculine a rencontré des problèmes financiers et le comité a annoncé à ses joueurs que c'était plus possible de garder une équipe hommes en division 2, mais que par conséquent, ils n'en garderaient pas une en division 1 dames, puisque les hommes ne continueraient pas. Et donc, on a eu l'occasion de parler avec le manager de l'équipe, qui était un décideur du comité de ce club-là. Et lors de la conversation, eh bien, lui, il a dit, de toute façon, le sport féminin, le basket féminin, il suffit d'un panier dans un coin avec un ballon, quoi. Donc, ça se résume à ça, quoi. Et l'équipe de division 1 a été coupée, quoi. Ça a été fini. Une deuxième expérience, c'est quand j'ai suivi la formation pour être entraîneur à ce moment-là, niveau 3. Ben, il n'y a que des hommes, c'est donné que par des hommes. J'étais la seule femme. Et c'est sans cesse, le basket féminin n'avait aucune vitrine, aucune importance. C'était sans cesse des moqueries. Mais depuis lors, je trouve que ce que les Cats ont réussi à faire a permis quand même de donner vraiment de l'importance au basket féminin. Et donc d'avoir un peu plus de respect vis-à-vis du sport féminin, et particulièrement le basket, quoi. Je trouve que cette équipe-là a été très porteuse et a même amené pas mal de coachs. Quand je vois maintenant que ces coachs-là qui se moquaient ont quand même essayé de trouver aussi des places dans le basket féminin belge. Alors que je me souviens de tout ce qu'ils disaient, et je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'humour, j'adore ça, mais c'est pas toujours que de l'humour, quoi. Voilà, donc il y a une part de vérité quand même. Et puis alors,
Pierre et moi, donc mon mari, on entraîne ensemble. Parfois, en équipe jeune, c'était lui le T1 et moi le T2, et inversement. Mais moi, quand je suis le T1, si des arbitres viennent, et c'est arrivé plusieurs fois, on va saluer Pierre, et moi, on passe à côté de moi. Même s'il lui est assis sur le banc, l'arbitre va s'adresser, alors que moi je suis debout, l'arbitre va venir s'adresser à Pierre et pas à moi, alors que je suis quelqu'un de poli, voilà, et ça le nombre de fois que ça arrive, quoi, c'est hallucinant, quoi. Et quand je dis, mais c'est moi le coach, ils sont tout étonnés que je puisse être le coach, alors qu'il y a un coach masculin à côté de moi, quoi. Moi, dans mon environnement, quand c'est 100% filles, ça n'arrive jamais. Il y a toujours des hommes. Mais là, actuellement, depuis 5 ans, moi, je vis essentiellement dans un club où on n'entraîne que des filles. Mais on est chapeauté aussi par des hommes. Mais non, ça dépend vraiment de la mentalité de l'homme, quoi, qui est avec nous. Donc, si on a des gens ouverts, ça se passe très bien. Mais c'est vraiment éducationnel, je pense. Moi, je pense que en tout cas dans le basket, moi je parle, que chaque fois qu'il y a un poste à pourvoir, plus il est de haut niveau, plus on aura tendance à y mettre des hommes. Mais à des charges, il n'y a pas beaucoup de femmes inscrites non plus là-dedans, quoi. Puisque moi, mon avis, sur les 20 dernières années, je suis la seule femme à avoir le niveau 3 comme entraîneur, quoi. Alors, c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus qui font cette démarche-là? Et c'est là que j'ai envie de dire, mais parce que c'est difficile d'être dans un environnement 100% masculin et de ne pas être... et que le sport qu'on pratique ou qu'on a pratiqué ne soit pas plus reconnu. Mais en tout cas, je pense que ça change. Et à notre niveau, nous, en tant qu'entraîneurs, on essaye vraiment d'encourager des jeunes filles à devenir entraîneurs pour pallier à ça. Et grâce à Fabienne, on ouvre une porte à ce débat. Justement, Charline, on parlait beaucoup de l'encadrement, du coaching. Il y a aussi le regard que l'on porte sur le sport au niveau des pratiques féminines. Est-ce que justement les journalistes sportifs, ceux qui parlent du sport au féminin, il y a aussi une part d'humour qu'il faut laisser de côté parce que certains considèrent que c'est encore un peu de l'humour? Je crois qu'aujourd'hui, en 2021, il y en a encore beaucoup trop qui utilisent le mot humour pour qualifier sexisme. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est dénigrant, c'est plus de l'humour. Quand la RTBF parle de championnes qui ont gagné l'US Open avec un emoji biberon, en les traitant de gamines, c'est pas de l'humour. Il n'y a rien de drôle. Est-ce qu'on mettrait une banane à côté de Romelu Lukaku ? Est-ce que ça part de là, que c'est comme ça qu'on pourrait aussi un petit peu stopper ces violences, ce sexisme? Ça part aussi de la manière dont on commente le sport? C'est ça, ça parle de toutes nos représentations qu'on a dans le langage, la façon dont on banalise, et on l'a beaucoup entendu dans le témoignage de Fabienne, c'est la façon dont c'est banalisé, on est dénigré, ignoré, on est insulté, et puis c'est tout le temps des brimades, etc., que nous, on est censé rigoler, mais ça va toujours dans le même sens, en fait. Ce sont les femmes qui sont discriminées à cause de leur genre. Ça ne va pas dans l'autre sens. Et il faut bien voir ça comme une sorte de pyramide où en bas, on a tout ce qu'on généralise, tout ce qu'on banalise, ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Et ça vient valider et excuser les niveaux d'au-dessus qui vont être le harcèlement et puis les violences physiques, les violences sexuelles et puis aller jusqu'au viol. Et c'est comme ça qu'on monte dans la pyramide. C'est parce qu'on est beaucoup trop nombreux à excuser tous ces comportements qui forment la base du sexisme qu'on vit dans tous les jours, quoi. Quand on sort dans la rue, qu'on se fait klaxonner, qu'on a des regards, qu'on se fait siffler, etc. C'est pas des compliments, ça. On mérite pas d'être traités comme des bouts de viande, en fait. Les sportives ne méritent pas qu'on se ramène toujours au physique. On parle de nos performances et pas de notre physique, pas de si on est belle, pas de si on est grosse, pas de si on a vieilli. On arrête de filmer nos fesses en gros plan, comme on vient de le voir avec une grimpeuse qui vient de dénoncer ça. Et c'est systémique, en fait.
D'un point de vue personnel, est-ce qu'un jour vous avez failli perdre votre sang-froid face à, bon, on parlait de cet humour, mais face à un homme qui, selon vous, n'avait pas les bons propos par rapport à votre pratique sportive, qui, on le rappelle, est exceptionnelle vu votre palmarès? Oui, c'est toujours gênant, en fait, d'être remise comme ça, d'être traitée par rapport à notre physique. Et en plus de ça, on a des champions hommes qui véhiculent aussi dans la presse ces propos et à qui on donne du crédit en leur tendant les micros, ou les journalistes, comme on l'a entendu avec les Belgium 4, où on entend des propos absolument scandaleux et homophobes. Et là, on ne réagit pas par rapport à ça. On commence à réagir, on sent qu'il y a un changement de mentalité. Des champions qui disent dans la presse on devient des PD, on est des chochottes, on n'est pas des fillettes, etc. Voilà, c'est toujours la même chose, quoi. Gilles, en tant que journaliste, on a des leçons à recevoir malgré tout de tout ce qu'on entend. Alors, il ne faut pas faire des généralités. Malgré tout, il y a un travail à faire, peut-être d'éducation, de remise à niveau. Nous sommes en 2021, on ne peut pas tenir les mêmes propos. Non, mais je crois que ça se fait, en fait. Moi, je le vois enfin, dans les magazines dont je m'occupe, où on est, je n'ai pas fait le calcul, mais plus ou moins à parité, ça veut dire qu'il y a autant de rédactrices que de rédacteurs. Peut-être que la façon de parler du sport n'est pas exactement la même. Il y a un truc qui m'avait frappé, c'est un étudiant qui était venu faire une étude sur le magazine Sport et Vie, dont je m'occupe depuis plus de 30 ans, et il avait regardé les photos. Et il montrait que les photos d'hommes en souffrance, et parfois ensanglantés, passaient dans le magazine, et des photos de femmes ensanglantées, on n'en avait jamais vu. Donc ça veut dire qu'il y avait un regard qui était parfaitement inconscient de ma part, mais qui sélectionnait malgré tout une représentation du sport féminin et masculin qui n'était pas totalement identique. Et maintenant, vous avez conscience de ça? Là, j'ai eu conscience grâce à lui, mais je pense que le fait que dans les rédactions, dans l'organigramme des fédérations, dans les responsables de clubs, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes, la progression est malheureusement très lente, mais enfin elle est réelle, je pense que ça va naturellement se mettre en place et on va peut-être couper avec des codes qui étaient effectivement ceux des générations précédentes et dont on fait bien de se débarrasser. Oui, et se débarrasser, Jean, c'est de certains clichés. C'est vrai que Charline en a évoqué quelques-uns et ça reste encore aussi dans cette manière de parler du football féminin. Est-ce que c'est une histoire de génération, d'éducation? On en est où? C'est quoi la balance? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'on répond souvent en disant tiens, mais on en parle. Hein. Et en fait, moi j'ai envie de dire, bah oui, donc il faut continuer à en parler parce qu'on en parle. Et que ce soit plus, que ce soit pas une excuse et pas dire oui, là maintenant on en parle. Alors oui, en effet, je trouve qu'on en parle plus qu'avant, que les JO ici, avec les histoires de la gymnastique, ont mis en évidence la violence, pas qu'à un niveau de genre ou sexuel, etc. La violence dans le coaching, dans l'entraînement, dans le sport. Et moi, je pense qu'il faut en parler, élargir à toutes les violences qu'on peut retrouver dans le sport. Et c'est parce qu'on en parle qu'il faut continuer à en parler. Et qu'il y ait plus de femmes dans ces cours d'entraîneurs, parce que moi, je donne beaucoup de formations dans les cours d'entraîneurs, et il y a très peu de femmes. Alors pourquoi? J'en sais rien, mais c'est le cas. Donc je pense que peut-être qu'on peut en continuer à en parler jusqu'à ce qu'on ait 50% de femmes dans les cours d'entraîneurs de football, par exemple. Alors justement, et Catherine, est-ce que c'est la volonté de la femme de ne pas vouloir se mettre dans des positions importantes, en tout cas des décisionnelles ou d'encadrement, ou bien c'est plutôt les lits qui sont fermés à l'arrivée de femmes dans les représentations d'organigrammes? Oui, moi je suis sûre que ce sont les deux choses, parce que bien sûr les femmes ont peur, parce qu'il y a une culture sexiste et personne veulent faire partir d'une monde comme ça, parce que ce ne sont pas tous des activistes qui vont passer leur temps à changer la mentalité. Là. Mais par contre, je veux dire aussi qu'il y a des recherches qui montrent que si on veut changer une profession, par exemple, et un médecin féminin, par exemple, il y a 100 ans, il n'y a aucune femme qui était médecin. Maintenant, c'est très général. Donc, il y a une limite à 30%. Donc, pour attirer à 30%, ça c'est très difficile, très dur. Les premières personnes, ça c'est très dur à changer la mentalité. Ils doivent combattre. Mais après 30%, ça va très vite, le changement de mentalité. Donc ça veut dire... Il faut quelques femmes oui, qui oui, il faut quelques femmes qui poussent... oui. Ils prennent tout en pleine face. Oui. C'est ça. Mais Guillaume, les portes. Donc, en effet, oui. Et en effet, c'est pas quelques femmes, c'est 30% dans un sport. Donc, imagine que nous avons 30% d'équipes football qui sont féminins. À ce moment-là,
ça va changer dans la mentalité générale, du public général, quoi. Mais ça prend beaucoup de choses d'arriver à 30% de clubs football qui sont féminins. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça ne va pas changer automatiquement parce que presque dans aucune grand sport comme le cyclisme, le football et tout ça, qui est tout à fait dominé par des hommes maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais est-ce que, je ne veux pas vous responsabiliser plus que vous ne l'êtes déjà, Charline, parce que vous avez déjà pas mal de chevaux de bataille, mais est-ce qu'il ne faudrait pas prendre justement le palmarès de nos championnes belges, d'avoir des grandes représentants, des héroïnes finalement pour notre public, et de se dire on les réunit parce qu'elles ont un message qui peut-être passera mieux auprès du public qu'à travers le message de certaines autres femmes? Est-ce que vous n'avez pas finalement une responsabilité qui peut se prolonger en dehors des tatamis, en dehors d'une carrière professionnelle? Le message ne va pas passer mieux si vous êtes une sportive professionnelle? J'espère, c'est déjà ce que je fais, je pense en tout cas. Et c'est difficile en fait, parce qu'on apprend aussi depuis toute petite cette compétitivité entre les femmes, qui a des fondements aussi très sexistes. Et c'est des choses qu'on intériorise. Et c'est hyper dur de créer cette solidarité entre les femmes, cette sororité. Parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça. C'est des stéréotypes de genre qui sont encore bien ancrés. Donc ça, c'est difficile. Et en plus de ça, dans le sport, on a un autre aspect, c'est que les femmes, quand elles parlent, les filles, quand elles parlent, elles mettent en péril leur carrière. Donc il y a celles qui choisissent de partir, de changer de club ou de fédération, etc. Et il y a celles qui ont quand même envie de malgré tout continuer à endurer ce sexisme et continuer leur carrière. Et donc là, on dit rien. Moi, pourquoi j'ai pu parler? Il faut quand même en être conscient. C'est parce que j'ai été médaillée olympique. Et il n'y a que quand j'ai été médaillée olympique que j'ai pu parler. Avant, je n'avais pas le droit à la parole parce que j'avais mes sélections qui étaient au-dessus de mon nez comme ça. Et là, c'est là où il y a tout le challenge dans le sport. C'est cette particularité. Je rejoins tout à fait ce que vous dites tout à l'heure. Le sexisme et les violences sexuelles, elles sont présentes partout. Mais le sport a quelques particularités qui viennent vraiment rendre la chose encore plus difficile d'en parler. Mais pourquoi vous n'aviez pas droit à la parole à ce moment-là? Parce que personne ne nous écoute. Ou c'était parce que le public ou la presse n'était pas ouverte à déjà, on ne se rend pas compte forcément quand on est une enfant qu'on va appeler la RTBF et leur dire j'ai un truc à vous raconter, vous voulez bien m'écouter, quoi. C'est un peu difficile. Et donc finalement, on en revient à ma question. C'est votre statut qui vous permet aussi d'ouvrir des portes. Ah oui, c'est totalement ça. C'est parce que j'ai été médaillée olympique que je sais que j'avais un pouvoir médiatique. Aujourd'hui, je sais que j'ai une responsabilité. J'ai choisi de l'utiliser. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a d'autres sportifs qui ne refusent de l'utiliser parce qu'elles ont la pression des sponsors aujourd'hui. Elles ont un pouvoir de pression sur leur fédération, mais il y a la pression des sponsors. Il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, dans les staffs au niveau fédéraux, il y a toujours les auteurs ou les complices, ceux qui ont fermé les yeux, ils sont toujours là. Ils sont toujours en place. Et donc, on parle et on accuse qui? Notre boss. Si vous accusez votre boss demain, vous êtes sûr que vous allez garder votre place. Ouais, on en est là. Et Gilles, c'est fou. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant avoir un statut, une étiquette, un certain palmarès pour pouvoir revendiquer le droit à la parole. Mais finalement, il en faudrait beaucoup plus des Charline Van Snick pour faire bouger les choses. Ouais. C'est vrai. En fait, il faut avoir plus de pouvoir que son coach. Parce qu'il faut bien reconnaître aussi que les coachs indéboulonnables, ils ont des résultats. Et ça, c'est le problème aussi qui est spécifique au sport, pour les violences sexuelles en tout cas, c'est que les coachs avec des très fortes personnalités, même des personnalités écrasantes, très souvent ont des résultats sportifs. C'est un peu paradoxal, mais effectivement... Mais ça les protège d'une certaine façon alors? C'est-à-dire qu'il y a une relation qui se fait... Bon, il y a beaucoup de souffrance dans le sport, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de privations. Et donc, il faut une force énorme, une autorité parfois, qui est apportée, ça peut être par les coachs. Et donc, cette autorité fait qu'ils ont des résultats. Donc, c'est très difficile de lutter contre un entraîneur qui est médaillé multiples fois, enfin, via ses athlètes, évidemment. Mais donc, il faut être plus puissante que son entraîneur. Et donc, à partir de là, oui, on aura
droit au chapitre. Mais du coup, la fédération, c'est essentiel parce que c'est vrai que s'il y a une hiérarchie, à un moment donné, ce sont des gens qui peuvent être protégés de par leurs bons résultats. Mais à un moment donné, si la manière et si les comportements ne sont pas appropriés, il faut mettre de côté ces résultats, même s'ils sont excellents. Les fédérations elles-mêmes, elles sont dépendantes financièrement des résultats sportifs, autant pour les sponsors que pour les subsides étatiques. Et donc, en fait, le fait d'avoir des résultats... Ouais. Protège ces coachs, ils sont indéboulonnables. On avait vu ça dans le patinage artistique en France. Le fait d'avoir des résultats faisait que le coach était indéboulonnable. Jusqu'au jour où, bien sûr. Je me permets, c'est que c'est l'athlète qui fait le résultat. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est important parce que moi j'ai été confrontée vraiment à ça. C'est cette réappropriation des médailles que les coachs se mettent autour du cou. Oui. Et ça, c'est hyper violent. Oui, bien sûr. Non, mais j'entends bien. Mais le fait, dans la fédération, celui qui sera souvent considéré comme le faiseur de champions, c'est souvent le coach. Justement, ça c'est dangereux, Jean, quand il y a des gens peut-être qui se sentent protégés en disant voilà, moi j'ai un palmarès qui parle pour moi, alors peut-être que ma façon de faire n'est peut-être pas adéquate, peut-être que je franchis certaines limites, mais voilà, les résultats sont là. Ça peut être un argument quand ils sont un petit peu sanctionnés par la fédération, ça non ? Bien sûr. Et donc la responsabilité, elle est aux personnes qui gèrent ces coachs, qui sont au-dessus de ces coachs. Et je pense qu'il y a assez d'exemples, donc il faut qu'ils aillent au bout. On a vu cet exemple dans le judo, il y a plusieurs exemples aujourd'hui dans le sport en Belgique. Il faut qu'ils aillent au bout, quoi. Il faut qu'on communique là-dessus de nouveau, et que ce ne soit pas juste un cas particulier. Et je pense que c'est ce que Charline essaie de faire, et c'est super. Et il faut continuer, il faut donner de l'écho à des initiatives comme ça. Je sais que tout le monde n'a pas accueilli ça les bras ouverts. Tout le monde n'a pas dit « Ah, génial, Charline, ce que tu as fait ». Et donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus ouvert à ce type d'initiative, parce qu'en effet, ce qui marque les sportifs, les jeunes, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont osé franchir ce pas-là, quoi. Vous avez ressenti des pressions, Charline ? Tout à fait. J'ai ressenti des pressions et surtout des remises en question, des doutes. Ah oui, mais combien en fait ? Mais vous avez des études qui sont là depuis 2015 qui disent 1 enfant sur 7. C'est pas assez apparemment. Je sais pas. Si c'était votre enfant, ce serait assez. C'est terrible quand on entend ces chiffres et ces remises en question. Catherine, comment est-ce qu'on peut justement, au niveau d'une fédération, essayer de bannir tout ça ? Mais là, je parle de l'échelon supérieur, vraiment. Parce qu'on a parlé des coachs, on a parlé de l'encadrement. Maintenant, on parle des instances qui doivent véritablement bouger. Oui, il y a beaucoup des actions à faire, mais comme j'ai dit au début, ce que Charline fait, ça c'est parfait, c'est incroyable, un travail incroyable, mais ça ne va pas changer avant le jour où il y a un homme d'un niveau très haut dans les fédérations qui est à côté d'elle, qui est un activiste contre le sexisme. Donc c'est ça qu'elle manque. Oui, où sont les hommes en solidarité avec elle qui ont un niveau très haut dans les fédérations? C'est vrai que là, ça pourrait être la clé, d'avoir quelqu'un qui vous soutient, parce qu'on sait que cette cause vous tient à cœur. S'il y avait un représentant, que ce soit n'importe quelle fédération, mais en tout cas d'un sport qui est un sport marquant en Belgique, ça pourrait être le déclic véritablement. Oui. Ce n'est pas le... Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont des victimes, aussi des hommes qui sont des victimes, mais ce n'est pas aux femmes de résoudre ce problème seules. Donc, là, on a besoin d'une solidarité profonde. Gilles, est-ce que vous sentez qu'il y a certaines personnalités qui oseraient? Maintenant, on ne va pas se mentir, vous avez parlé des sponsors, vous avez parlé des responsabilités. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte que là, on n'en est pas juste à parler des valeurs, on n'est pas juste à parler de morale. Le sport, il génère beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses autour de ça, malheureusement, beaucoup de business. Alors, où trouver la balance et l'équilibre pour que justement les valeurs et la morale ne soient pas oubliées? Et le pouvoir politique. Alors là, vous en avez parlé dans le débat précédent, mais seulement pour l'évoquer. Il y a cette histoire du Title IX aux États-Unis. Si vous me donnez 2 minutes, je vous explique de quoi il retourne. C'est tout à fait passionnant. Donc au début des années 70, beaucoup de bourses étaient décernées, comme aujourd'hui, à des sportifs qui étaient particulièrement doués dans les sports majeurs aux États-Unis, basketball, hockey, football américain et baseball.
Et c'était très injuste parce que les femmes n'avaient pas l'opportunité de postuler pour ces bourses-là, puisque le baseball, le football américain, le hockey n'existaient pratiquement pas chez elles, et un petit peu le basket, mais bien moindre, avec une importance bien moindre. Et donc, il y a eu la question qui a été posée par une sénatrice de Hawaï, qui s'appelait Patsy Mink, et qui a fait en sorte qu'on change la Constitution de façon à ce que, et c'est ça qu'on a appelé le Title IX, il y ait la même, l'équivalence des moyens donnés au sport féminin, en tout cas pour ce qui concerne les bourses, qu'au sport masculin. Et donc, plein de jeunes filles sont arrivées avec la perspective de faire des études universitaires qu'elles n'auraient pas pu se payer, mais qu'à partir de là, elles pouvaient se payer grâce aux bourses. Et ça a développé le sport féminin d'une façon extraordinaire, avec des sports qui se sont envolés, comme le football, appelé là-bas soccer, le football féminin, qui est vraiment né à ce moment-là, parce qu'on cherchait des disciplines que les filles pouvaient pratiquer. Mais donc, vous voyez, là, en l'occurrence, on a un déclic politique. Clairement, c'est une action politique qui dit « ce n'est pas logique que les uns soient privilégiés pour l'accès aux études, on change la loi » et à partir de là, tout a changé en matière de sport féminin. J'ai l'impression que l'histoire du sport n'a plus aucun secret pour vous. Aussi, détrompez-vous. En tout cas, sur l'histoire politique. Et on parlait des actions politiques. Eh bien, je vous propose d'accueillir directement la ministre des Sports, Valérie Glatini, parce qu'on parlait de l'importance, Charline, de votre rôle en tant que joueuse professionnelle. Mais c'est important aussi de rappeler qu'il y a des femmes qui se bougent, même si ils n'ont pas... Restez avec nous, bien sûr. Vous êtes toujours bien évidemment présents pour accueillir la ministre des Sports, Valérie Glatini. C'était évidemment, encore une fois, passionnant. Le premier webinaire l'était, le deuxième l'est tout autant. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de messages à faire passer, notamment la violence faite aux femmes, le sexisme également. On en a parlé ici avec tous nos invités. C'est l'occasion aussi de vous laisser la parole pour terminer ce webinaire. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir être présente ce soir. Merci pour les témoignages qu'on a entendus. C'était extrêmement intéressant. Je voulais aussi remercier les collègues de l'ADEPS et puis les collègues de mon équipe et toutes les personnes qui sont là derrière et qui ont travaillé pour la réalisation de ce webinaire. Mais vous l'avez dit, Anne, il y a eu déjà un premier webinaire qui était extrêmement intéressant. Je pense qu'il a permis de vraiment évaluer l'ampleur du problème et la nécessité d'agir. On sait qu'il y a des freins tout à fait particuliers et on a parlé à plusieurs reprises du poids des clichés, du poids des stéréotypes, à quel point on a tendance à diriger les petits garçons vers le foot et le rugby et les filles, bien sûr, on les dirige plutôt vers la gym et vers la danse. Donc il est très important d'agir sur l'éducation, ça a été dit à plusieurs reprises. Et donc il y a un rôle tout à fait déterminant qui peut être joué également par les fédérations, par nos clubs. Je sais qu'il y a un mouvement qui est lancé au niveau des fédérations et des clubs et nous souhaitons évidemment accélérer ce mouvement, notamment par exemple en travaillant, on l'a déjà évoqué, sur la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes des clubs et des fédérations. On a dit que pour l'instant le décret prévoit une représentation maximale de 80% de personnes du même sexe. C'est évidemment insuffisant, c'est trop bas. Il faut à tout prix augmenter la représentation. On sait que dans certaines fédérations, la gymnastique par exemple, il y a beaucoup de femmes dans les instances dirigeantes et donc il s'agissait de rééquilibrer cela. Et donc, il y a un décret qui est en bonne voie pour changer cette représentation et avoir un objectif beaucoup plus réaliste, maximum 2/3 des personnes de même sexe. Et puis, on travaille également sur le décret éthique. Vous savez qu'il a été adopté au Parlement la semaine dernière et qui prévoit qu'il y ait dans les clubs, dans les fédérations, une personne identifiée pour que les personnes qui ont un problème particulier, alors ça peut être un problème, je sais pas, un chant raciste lors d'un match, ça peut être une remarque sexiste, des discriminations, un fait de harcèlement, un fait de maltraitance, qu'on ne soit pas, ça a été évoqué à plusieurs reprises et je l'ai entendu aussi dans le témoignage de Charline, qu'on ne soit pas dans un phénomène de sidération, où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas où aller chercher l'expertise. L'idée, c'est de proposer des formations à une personne de référence qui elle-même pourra aller chercher l'aide utile à l'extérieur. Et on sait que le côté extérieur de la fédération, ça m'avait été rappelé à plusieurs reprises, était très important, de pouvoir externaliser le processus pour aller chercher l'aide là où elle est et encourager aussi les personnes à porter plainte, à avoir cette triangulation entre d'un côté la victime, l'auteur, et puis il y a quelque chose qui s'appelle la justice et donc il faut encourager une personne qui a été lésée, qui a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, à pouvoir déposer
déposer plainte. Et on sait que dans le cas des violences sexuelles, il y a très peu de victimes qui arrivent à déposer plainte. On a entendu tout à l'heure un témoignage très encourageant d'une jeune fille qui a eu le courage d'aller jusqu'au dépôt de plainte. Il y a aussi toute une série d'organismes qui peuvent aider la victime à avoir le courage de déposer plainte. On sait que c'est toute une procédure et donc on peut avoir un accompagnement psychologique, social, pour pouvoir aller jusqu'au dépôt de plainte, pour pouvoir avoir une reconnaissance de son statut de victime et puis un jour tourner la page et pouvoir ne pas avoir ce sentiment d'aliénation par rapport à son sport. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Je pense que ce qu'on essaie à tout prix d'éviter, c'est des expériences désastreuses où finalement les filles n'osent plus aller vers une pratique sportive ou se détournent du judo en l'occurrence ou d'une autre pratique sportive parce qu'elles ont eu une expérience désastreuse. Donc c'est ça qu'on essaie de faire avec ce décret sur l'éthique sportive qui va être évidemment un champ d'application très large qui couvre évidemment les violences sexistes mais aussi tout type de discrimination et on sait que ce sont des comportements qui ne peuvent pas avoir lieu sur un terrain ou autour du terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour symbolique aussi parce qu'on sait que vous faites bouger les choses, qu'il y a beaucoup de choses concrètes. Il y a même un site internet aussi qui a été lancé aujourd'hui pour que les gens puissent aussi retrouver certaines choses, que ce soit le constat, que ce soit aussi le plan. Votre plan, c'est jusqu'en 2024, je pense qu'il est lancé. Ici, on parle du site www.plus-sportive avec s.be, actu, constat, plan d'action et initiative. Là, c'est du concret et là, on peut retrouver les réponses à toutes nos questions. Tout à fait. Et puis, c'est l'occasion aussi, c'est un appel qu'on lance aux clubs et aux fédérations, mais on sait qu'il y a beaucoup de fédérations qui ont des initiatives très intéressantes. Je sais que la CFF a développé des initiatives. Il y a également l'association Golf francophone qui a lancé quand même un challenge très ambitieux. D'ici 2025, un golfeur sur deux sera une golfeuse. Il y a la fédération de hockey. Il y a toute une série d'initiatives qui sont prises aussi au niveau de l'ADEPS pour encourager les femmes à augmenter leurs pratiques sportives. Il y a les marches ADEPS, etc. Et donc, on peut retrouver sur ce site toute une série d'initiatives. Alors, évidemment, elles sont ouvertes à tous. Il ne s'agit pas ici de réserver ces activités aux femmes. Elles sont ouvertes à tous. Mais on met un point d'honneur, un point d'attention sur la pratique sportive féminine. Et on sait qu'il y a dans les clubs et les fédérations des hommes en particulier, puisqu'on avait indiqué l'importance que des hommes viennent en soutien des femmes dans ce domaine. On sait qu'il y a un grand nombre de dirigeants de clubs et de fédérations qui ont le souci de faire évoluer la pratique. Et donc, je pense que c'est un objectif qu'on atteindra tous ensemble, hommes et femmes ensemble. Et ce ne sera pas les femmes contre les hommes. Et c'est un appel ici qu'on lance à toutes les instances sportives pour qu'elles puissent, à leur tour, se mettre dans ce grand mouvement qui est lancé. Et je pense qu'il ne s'arrêtera plus pour augmenter la participation des femmes dans la pratique sportive. Charline, on arrive presque à la fin de ce webinaire. Alors justement, les propos de la ministre vous rassurent quand on sait que ce plan d'action qui est Balance ton sport vous tient à cœur énormément de par son objectif de lancer des messages. Est-ce que vous sentez qu'au niveau politique, il y a du soutien, qu'il y a des choses concrètes qui sont mises en application ? Il y a des choses qui bougent, ça ne va jamais assez vite pour moi évidemment, mais évidemment il y a des choses qui bougent. C'est important qu'on puisse se sentir écouté, qu'on puisse discuter ensemble des propositions pour vraiment les affiner en fonction du vécu des sportives. Et je pense que c'est la volonté de Madame la Ministre parce qu'on a déjà pu en discuter en dehors de cette table ronde. Et c'est là où c'est vraiment important de travailler à changer les mentalités et à mettre des obligations en place. On l'a vu tout à l'heure, on nous a raconté cet exemple sur les bourses, ça a un impact direct. Donc c'est grâce aux obligations, au pouvoir politique, la prise de conscience politique qu'on va pouvoir faire bouger les lignes et aussi par des obligations. Aujourd'hui, si on a la moitié des ministres qui sont des femmes, c'est parce qu'un jour on a décidé que ce serait comme ça. Sinon, ça n'aurait jamais bougé. Et ça peut être la même chose dans le sport. Catherine, vous souhaitez réagir par rapport aux propos de la ministre des Sports ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et il y a un pouvoir qu'on peut utiliser et changer des choses. Ça, c'est le top-down et le bottom-up. Ça doit se faire ensemble. Autrement, les choses ne changent pas. Et voilà,
à côté de moi, je vois le top-down et le bottom-up. Je suis très heureux de voir qu'ils ont rencontré l'un et l'autre, deux femmes très fortes, et ça va changer le monde, oui, ça c'est sûr. C'est un beau message. Ça met la pression, mais c'est un beau message. Et en parlant de message, sachez, Charline, que vous avez beaucoup de supporters qui suivent ce webinaire, parce qu'on dit bravo Charline de briser le silence avec beaucoup de pertinence. C'est Anne-Marie qui nous dit ça. Dany nous dit bravo Charline pour ta pertinence, ta justesse en étant direct, explicite. Marie, beaucoup de poids sur les épaules de Charline pour transmettre ces messages, beaucoup de courage. Non, encore un dernier, Anne-Marie qui dit que vous devriez décrocher un poste au sein du COIB afin de défendre l'égalité des genres au niveau sportif. Mais voilà, je pense que le message a été entendu. En tout cas, beaucoup de responsabilités, mais beaucoup aussi d'émotions, je suppose, de participer à ce genre. Parce qu'on a l'impression qu'il y a du concret aussi, mais au niveau de l'émotion, il y a beaucoup de choses aussi qui naissent en vous et que vous nous avez fait partager aujourd'hui, j'ai l'impression. Je ne pense pas mériter le statut de celle qui brise le silence, parce que nombreuses et nombreux aussi ont été ceux qui ont témoigné avant moi. Je suis peut-être celle qu'on a le plus écoutée, ça c'est certainement. Et pour rebondir face à cette phrase qui ressort souvent, on libère la parole. La parole, elle est toujours sortie. Et en fait, là maintenant, on nous écoute. C'est là où on est en train de passer un petit step. Et c'est ça qui est intéressant. Et oui, il y a beaucoup d'émotions parce que moi, je fais partie des victimes de harcèlement et je n'ai pas reçu le soutien que j'aurais espéré aujourd'hui. Et si je me bats, maintenant, c'est pour toutes celles qui vont arriver derrière moi. C'est plus pour moi. Moi, j'ai traversé, j'ai fait mon combat, j'en suis sortie plus ou moins. Aujourd'hui, je continue à combattre, donc je suis contente. Mais voilà, c'est pour celles qui arrivent demain et ceux qui arrivent demain que je me bats. Merci beaucoup, Charline. Madame la ministre, je pense qu'on va clôturer là-dessus. C'est peut-être le message de fin, parce qu'il y a beaucoup de beaux messages qui sont passés ce soir. Une belle solidarité aussi au niveau des femmes. Mais vous l'avez dit, ce n'est pas pour combattre les hommes, c'est pour avancer ensemble. Et ça, c'est important de faire passer le message. Merci, en tout cas, pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt. D'ici là, passez une belle soirée. Au revoir.